Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouveau top 10, cette fois-ci sur les plus grosses bagarres entre catcheurs. Parfois malheureusement, il y a des tensions en coulisses et ça peut amener à des confrontations. Je vous raconte donc les 10 bagarres les plus connues de l'histoire dans le monde du catch. Attention, parfois les témoignages diffèrent ou ne sont pas très clairs, donc j'essaie de faire un résumé des différentes versions. C'est parti. Numéro 10, Bret Hart contre Vince McMahon. Alors on commence par une bagarre très courte, mais importante car elle concerne le patron. Suite au fameux Screwjob de 1997, Vince était enfermé dans son bureau, mais l'Undertaker est venu le chercher pour lui dire qu'il doit s'excuser auprès de Bret Hart. Hart a essayé de défoncer la porte du bureau, mais ce n'était pas possible, donc il est retourné dans les vestiaires pour prendre une douche. Vince est alors arrivé et l'attendait pour parler. Bret Hart est sorti de la douche et a dit à McMahon que s'il était encore là quand il s'est habillé, il le frapperait. Hart a pris son temps, mais McMahon ne souhaitait pas partir et continuait d'expliquer pourquoi il a décidé de trahir Bret ce soir-là. Alors une fois que Bret était habillé, il s'est dirigé vers McMahon, comme dans un combat de catch selon les témoins, puis lui a mis un énorme coup de poing. Shane McMahon qui était présent a alors sauté sur Bret Hart, mais le British Bulldog l'a rapidement maîtrisé. Une fois au sol, les deux ont été rapidement séparés. Vince est apparu à la télévision quelques jours plus tard avec l'œil encore légèrement marqué par cette bagarre. Numéro 9, Sheamus contre Yoshitatsu. À leur début, Sheamus, Yoshitatsu et Ted DiBiase Jr. partageaient un appartement en Floride. L'histoire dit que Sheamus agissait comme le chef de la colocation et empruntait fréquemment des objets appartenant à Tatsu et DiBiase, notamment des shakers pour ses protéines qu'il ne nettoyait jamais avant de leur rendre. Un jour, Tatsu a décidé de le confronter sur le sujet, ce qui a énervé Sheamus qui lui a jeté le shaker dessus, en lui demandant ce qu'il allait faire. Mais c'est mal connaître Tatsu qui est passé par le dojo de la New Japan et qui a également de l'expérience en boxe. Malgré le physique beaucoup plus imposant de Sheamus, Tatsu a facilement gagné cette bagarre et aurait bien amoché l'Irlandais au passage. Numéro 8, JBL contre Joey Styles. JBL est connu pour maltraiter ses collègues et bisuter les nouveaux arrivants à la WWE. Lors de sa première tournée en Irak, Joey Styles, ancien commentateur de Raw et voix légendaire de la ECW, était malmené par JBL qui était condescendant envers lui tout le voyage et lui aurait même renversé des boissons dessus. La plupart des catcheurs n'osaient rien faire à JBL à cause de son statut à la WWE, de peur de se faire renvoyer. Mais au bout de quelques jours, Styles en a eu assez. Après une soirée arrosée, JBL aurait fait une énième remarque à Styles sur sa famille. La voix de la ECW n'a pas apprécié et s'est jetée sur le catcheur texan. Les autres catcheurs sont intervenus pour les séparer, mais JBL a réussi à s'en sortir et est retourné vers Styles qui lui a mis une droite en plein visage, mettant KO JBL et lui laissant un œil au beurre noir. Beaucoup de catcheurs se sont réjouis du résultat car pour eux JBL a eu ce qu'il méritait. Alors qu'il joue au dur, il a été humilié devant ses collègues par quelqu'un considéré comme plus faible que lui. Numéro 7, Macho Man contre Road Warrior Hawk. D'après les sources, Macho Man Randy Savage aurait fait des avances à la femme du Road Warrior lors d'un dîner en 1994, mais sa femme ne lui en a parlé que 2 ans plus tard. Quand Hawk a entendu l'histoire, il a décidé de confronter Savage la prochaine fois qu'il le verrait. C'était un show de la New Japan en juillet 1996. Hawk est allé voir Macho Man qui se préparait à aller vers le ring, et lui a dit qu'il savait ce que Savage avait dit à sa femme. Macho a nié, ce qui a déclenché la rage de Hawk qui lui a mis une droite. Les deux ont été séparés par Tatsumi Fujinami et Animal. La New Japan a dû faire une pause durant le show car Macho Man était trop sonné pour effectuer son match alors que son adversaire l'attendait dans le ring. Malheureusement, cette histoire ne s'est pas terminée là, car les deux se sont croisés à nouveau 3 ans plus tard lors d'un concert de Kid Rock en Floride. Hawk a tendu sa main au Macho Man, pensant que c'était du passé. Mais ce dernier n'a pas accepté et a attaqué Hawk, le mettant au sol en quelques coups. Par la suite, la petite amie de l'époque de Macho Man, Gorgeous George, a attaqué la femme de Hawk, la blessant sérieusement. Hawk a porté plainte contre Macho Man et sa compagne pour l'attaque contre sa femme, mais le procès n'a jamais abouti. Numéro 6, Big Show contre Great Khali. Chris Jericho raconte cette histoire dans son livre The Best in the World. Lors d'un match par équipe entre Jericho et Big Show contre l'Undertaker et Great Khali, Khali a utilisé un mouvement du Big Show sous ses yeux. Il attendait que la foule se calme avant de frapper la poitrine de son adversaire à la manière du Big Show. Et il utilisait ce mouvement de plus en plus souvent, alors que Big Show lui avait demandé plusieurs fois d'arrêter car c'est son spot. Après ce match, Big Show a attendu Khali dans les vestiaires et lui a demandé pourquoi il volait ses attaques, que c'est n'importe quoi et qu'il doit arrêter maintenant. Khali, qui ne parle pas très bien anglais et a un accent prononcé, parle avec de courtes phrases qu'il ponctue avec bro, selon Jericho. Sa réponse fut donc « Qu'est-ce que tu racontes, bro ?» Big Show lui dit qu'elle sait très bien de quoi il parle. Il ne sait rien faire correctement dans un ring car c'est une merde. Ce à quoi Khali a répondu stoïquement « T'es une merde aussi, bro !» Jericho était mort de rire car il trouve que c'est hilarant que Khali n'ait pas nié être une merde, mais a fait comprendre qu'il pense pareil de Big Show, bro. Big Show en a eu assez et a jeté le sac de Khali pour le provoquer. Khali s'est levé et a fait face au Big Show. Ce dernier a mis un coup de poing en pleine mâchoire à Khali, qui aurait à peine reculé, et porté un coup de poing à son tour. Il y a eu plusieurs coups des deux côtés selon Jericho,
et personne n'osait intervenir vu la taille des deux catcheurs. Au final, Big Show est tombé au sol après avoir tenté une grosse droite et avoir trébuché. Khali s'est retrouvé sur lui. C'est à ce moment-là que les catcheurs sont intervenus pour les séparer. Big Show insiste pour dire qu'il a perdu car à la fin du combat, Khali s'est retrouvé sur lui. Numéro 5, Dynamite Kid contre Jacques Rougeau. Cette bagarre a fait beaucoup de bruit à la WWE et a mené à la fin de carrière du Dynamite Kid au sein de la fédération. Pourtant, elle part d'un malentendu total créé par Kurt Hennig qui ne se doutait pas des conséquences. Les Rougeau, Jacques et Raymond, et les British Bulldogs, Dynamite Kid et Davey Boy Smith, ne se sont jamais appréciés et avaient une relation tendue. Lors d'un show en 1988, Jacques Rougeau retourne dans les vestiaires où se trouve Kurt Hennig et s'aperçoit qu'il manque des affaires dans son sac. Il pense directement que ce sont les Bulldogs, connus pour leurs gags, qui sont coupables, alors que c'est Kurt Hennig. Lors du show suivant, les Rougeau demandent à Hennig de surveiller leurs affaires, mais quand ils reviennent, leurs sacs sont cadenassés et Hennig joue l'étonné alors qu'il avait prévenu tous les autres lutteurs que c'était lui. Jacques, pensant toujours que c'est Dynamite Kid le coupable, a hurlé qu'il allait en parler à Vince McMahon. Hennig est directement allé le raconter à Dynamite, puis est retourné dans les vestiaires pour jouer aux cartes avec Jacques Rougeau. Kid, qui n'appréciait pas qu'on aille balancer au patron, surtout qu'il n'avait rien fait, est arrivé par derrière et a giflé Jacques qui essayait de se défendre. Mais n'étant pas aussi fort que son frère ou les Bulldogs, il s'est retrouvé maîtrisé par Dynamite Kid, jusqu'à ce que Raymond Rougeau vienne les séparer. Raymond était blessé et avait des béquilles, donc Dynamite Kid a dit qu'il attendra qu'il soit rétabli avant de le frapper. Les Rougeau voulaient absolument se venger et préparer un plan. Ils ont baissé la tête à chaque fois qu'ils croisaient Dynamite Kid, pour que ce dernier ne se doute de rien quand ils attaqueraient. Raymond, qui est un boxeur expérimenté, entraînait secrètement son frère chaque soir pour qu'il se venge de Dynamite Kid. Le but était de l'attaquer par surprise. Leur père a même conseillé à Jacques de serrer un rouleau de pièces dans sa main pour plus de dégâts. Merci papa. C'est le 5 octobre 1998, lors des enregistrements TV, que la bagarre a eu lieu. Les frères Rougeau attendaient que Dynamite Kid soit seul dans les coulisses. Ils étaient avec Pat Patterson. Kid, qui passait par là, a dit bonjour à Patterson, puis au Rougeau. C'est le moment qu'a choisi Jacques pour lui mettre un coup de poing qui a directement cassé 4 dents au Kid, mais qui ne l'a pas mis KO. Jacques a réussi à placer quelques coups avant qu'ils ne soient séparés. Vince McMahon a par la suite décidé de ne pas virer les Rougeau, ce qui a énervé les Bulldogs qui ont démissionné, puis sont retournés à la Stampede Wrestling et à la All Japan. Numéro 4, Batista contre Booker T. Batista, alors au top de la WWE en 2005, était mal perçu par ses collègues car il avait été choisi par Vince McMahon et aidé par Triple H pour devenir la star de la WWE alors qu'il était encore très limité dans le ring. Il avait également critiqué ses collègues de SmackDown, disant qu'ils étaient moins engagés que les catcheurs de Raw et que ça le rendait malade. Booker T, alors à SmackDown, a pris cela personnellement et trouvait que Batista manquait de respect à l'histoire du business et qu'il n'en avait que pour Triple H et Ric Flair. Il y aurait également eu des soucis entre la femme de Booker T, Charmel, et la copine de Batista à cette époque, Melina. La confrontation a eu lieu lors du tournage d'une publicité pour SummerSlam. Batista était présent pour la première fois depuis des mois car il venait de subir une opération. Il n'a salué que les lutteurs importants quand il est arrivé, ce qui était encore un manque de respect selon Booker T, car la tradition veut que l'on serre la main de tout le monde quand on arrive dans les vestiaires. Booker T a donc commencé une tirade contre Batista pour lui reprocher son comportement. Ce dernier a répondu qu'il pourrait battre Booker T n'importe quand. Booker a donc proposé de chercher une salle vide tout de suite. Plusieurs catcheurs ont essayé de décourager Batista, mais il était trop tard. Il ne pouvait plus reculer pour sa réputation. Une fois dans la salle, Batista aurait attaqué Booker par surprise alors qu'il fermait la porte. Booker a directement répondu et se défendait très bien, mettant plusieurs coups au visage de Batista. Ils étaient au sol quand les catcheurs ont essayé de les séparer une première fois, mais Batista a hurlé de les laisser tranquilles. Ce dernier a tenté de mettre un coup de genou dans la tête de Booker en le tenant par ses cheveux, mais Booker T a réussi à le bloquer et lui a demandé si c'est tout ce qu'il avait. Charmel aurait mis un coup de pied dans les parties intimes de Batista et la bagarre a enfin été interrompue par Finlay, JBL et Kurt Angle. Aucun des lutteurs n'a été sanctionné, mais Vince McMahon aurait retardé le push de Batista car il était très déçu que sa top star perde un vrai combat. Numéro 3, Arn Anderson contre Sid Vicious. C'est sûrement la bagarre la plus connue et la plus brutale de l'histoire entre deux catcheurs. Si elle n'avait pas été stoppée, Arn Anderson aurait pu mourir d'après les témoins. On est dans un vrai film d'horreur, je préviens tout de suite. Le tout s'est passé lors d'une tournée européenne de la WCW en 1993, l'une des pires années pour la fédération. Lors d'un repas à l'hôtel, après un show, Arn se demandait pourquoi la WCW ne marchait pas. Sid s'est alors vanté de son nouveau contrat de 600 000 $ par an, sachant qu'Anderson venait de subir une baisse de salaire, passant lui à 150 000 $ par an. Sid disait également qu'il fallait que le vieil homme dégage, en parlant de Ric Flair, le meilleur ami d'Anderson. Il continuait en expliquant que la WCW allait construire le futur sur lui, ce qui étaient réellement les plans de la fédération. Anderson n'en pouvait plus, et poussé par les autres lutteurs qui ne supportaient pas Sid et voulaient le voir se faire frapper, il a confronté Vicious et lui a demandé de sortir pour s'expliquer. Le chef de la sécurité, Doug Dillinger, les a séparés et envoyés dans leur chambre. Mais Sid, toujours énervé, serait allé chercher Anderson dans sa chambre. Les versions diffèrent, mais pour résumer,
Les deux ont commencé à se battre et Sid s'est retrouvé sur Anderson à le frapper. Anderson s'en est sorti et a trouvé des ciseaux à portée de main. Il a alors mis un coup de ciseau à Sid en plein ventre. Sid a essayé de s'échapper, mais Arn lui a sauté dessus et l'aurait encore ouvert plusieurs fois avec le ciseau. Mais sans qu'on sache exactement comment, Sid a réussi à récupérer les ciseaux et ça a dégénéré encore plus. Vicious, qui était dans une rage totale sûrement à cause de l'alcool, a alors mis plus de 20 coups de ciseaux à Anderson, principalement dans les épaules, le dos et un dans le cou. Arn, ensanglanté, aurait crié à Sid « Tu es en train de me tuer !» C'est Tuckle Scorpio, alerté par le bruit, qui a finalement réussi à les séparer, sauvant la vie d'Anderson. Les deux ont logiquement fini à l'hôpital pour plusieurs jours et Sid a été viré à la suite de l'incident. Numéro 2, Shawn Michaels contre Bret Hart. Les deux plus grandes stars de la WWF au milieu des années 90, Bret Hart et Shawn Michaels ne se supportaient plus et s'attaquaient même directement lors de leur promo télé. Un commentaire de Shawn Michaels en direct concernant les jours ensoleillés ou Sunny Days de Bret Hart, faisant référence à une supposée liaison entre le Canadien et Sunny, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bret Hart a confronté Michaels en l'accusant de toucher à sa famille. « C'est quoi ton problème ?» a demandé Bret Hart. Ce à quoi Michaels a très simplement répondu « Toi ». Le Canadien a alors attaqué le Heartbreak Kid. Ils se sont échangés quelques coups et Hart aurait arraché les cheveux de Michaels. Selon les témoins, c'était court mais brutal. Michaels, comme une bonne diva, est parti en disant à Vince qu'il démissionnait. Il était de retour quelques semaines plus tard. Numéro 1. Chris Jericho contre Brock Lesnar. Lors de SummerSlam 2016, Brock Lesnar a ouvert Randy Orton avec des coups de coude au crâne. C'était le finish qui était prévu, mais les catcheurs en coulisses n'étaient pas au courant, et certains pensaient que ce n'était pas prévu car la WWE évite habituellement à tout prix le sang à la télé. Chris Jericho, inquiet pour Randy Orton, est allé en coulisses trouver les officiels afin de demander quel était le finish prévu. Mais les officiels ne lui répondant pas, il a commencé à s'énerver et crier que c'était n'importe quoi. Lesnar, qui est arrivé en coulisses, a dit à Jericho de s'occuper de ses affaires. Mais Jericho n'a pas lâché et voulait des réponses. Les deux ont alors commencé à s'engueuler, et Brock Lesnar a poussé Jericho, qui a alors collé sa tête contre celle de Lesnar. Lesnar aurait alors embrassé la tête de Jericho comme un enfant, puis lui aurait dit « embrasse-moi ou frappe-moi ». Les deux en sont venus aux mains quand Triple H est venu pour les séparer. Mais la situation était tellement tendue qu'ils ont directement recommencé. Et c'est Vince McMahon cette fois-ci qui est intervenu pour stopper les deux. Il essayait de calmer Jericho qui continuait de crier. Triple H aurait par la suite expliqué à Vince McMahon que c'était de la faute de Lesnar et que Y2J ne faisait que se défendre. Il était inquiet pour un de ses amis. Dans tous les cas, respect à Y2J pour oser faire face à Lesnar. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez vos remarques dans les commentaires et n'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a beaucoup d'histoires de bagarres en coulisses, donc une partie 2 arrivera prochainement. Pour suivre la chaîne et être au courant de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et rejoignez le club. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @LeCatchClub. Ciao tout le monde!